Bonjour, Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. En ce moment, je suis à Medellín en Colombie et je passe un mois ici en Colombie à faire des recherches d'investissement et essayer de mieux comprendre aussi toutes les règles d'immigration. Donc j'ai passé du temps à Bogota, à Cartagena, à Cali, j'ai regardé l'immobilier un peu dans tous ces pays-là. Et aujourd'hui, on va aller regarder un appartement ici à Medellín qui est assez intéressant parce qu'il donne de très bons rendements. Donc c'est quelque chose qui est difficile d'avoir dans nos pays, que ce soit au Québec ou en Europe de l'Ouest. Des bons rendements très difficiles à avoir, même un peu partout dans le monde je dirais en ce moment. Par contre à Medellín, si on rentre dans une certaine niche, on peut trouver de très bons rendements. Donc en fait il y a deux niches. Il y a la niche du Airbnb, parce qu'il y a beaucoup de régulations dans le pays. On ne peut pas simplement acheter un appartement, là par exemple, dire je vais acheter l'appartement dans le bâtiment derrière moi, ici, simplement acheter un appartement là-dedans et dire voilà je prends l'appartement, je le mets sur Airbnb. Ça ne va pas marcher parce qu'il faut que 70% du Homeowners Association, donc de la copropriété, soit d'accord pour que l'appartement aille sur Airbnb, ce qui est en gros quasiment impossible. Donc on peut juste acheter dans des bâtiments où dès le début c'était prévu pour que ce soit du Airbnb, ou sinon acheter des petites maisons individuelles et les mettre sur Airbnb. Donc il n'y a pas beaucoup d'offres en fait sur le marché en termes de Airbnb. Et la deuxième niche, c'est louer pour au moins un mois, donc de 1 mois à 12 mois. Donc ça, on n'a pas besoin d'autorisation spéciale parce que selon la législation colombienne, le court terme c'est 1 mois ou moins, donc 1 mois ou plus ça va. Et là en fait le target c'est vraiment tous les digital nomades, surtout américains. Et là je souhaite un peu discuter la différence entre les digital nomades européens et les digital nomades américains. Donc un digital nomade européen typiquement il se fait entre 2-3 000 euros par mois. Et les gens sont contents avec ça, ils vivent bien avec ça. La réalité, c'est qu'aux États-Unis, les gens ne se lèvent pas pour 3 000, 3 500 $ par mois. Ça n'intéresse personne. Typiquement, ces gens gagnent 6 000, 7 000 $, voire les six figures, au moins 100 000 $ assez facilement. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment un gros purchasing power qu'on ne retrouve pas forcément en Europe. Et ce qu'il y a d'intéressant donc avec Medellín, c'est qu'avec le boom du remote work aux États-Unis, tout d'un coup, des millions d'Américains découvrent qu'ils peuvent travailler remotely, qu'ils peuvent travailler de chez eux ou qu'ils peuvent voyager et travailler. En même temps, l'environnement aux États-Unis est de plus en plus toxique. Et donc ça, que ce soit des républicains ou des démocrates qui disent ça, ils sont tous d'accord, c'est devenu toxique. Et donc beaucoup ont envie de quitter les États-Unis. Donc ils peuvent travailler remotely et ils veulent quitter les États-Unis. Et puisque souvent ce sont des gens qui font ça un peu pour la première fois, ils vont vers les brand names, vers les pays qui sont connus. Donc ils vont directement au Mexique et ils vont aussi à Medellín. Donc le marché locatif pour les digital nomades, pour les midterm rentals est extrêmement fort ici en ce moment à Medellín. Et la réalité c'est que quand les gens gagnent 6 000 à 7 000 $ par mois, ça ne les dérange pas de payer 1 500 $ par mois pour un appartement qui soit bien ici à Medellín. Et les Américains ne sont pas comme les Européens. Les Européens sont toujours un peu cheap, un peu en train de compter, de faire un peu plus attention. Pas seulement parce qu'ils ont moins d'argent, mais parce que par nature, les Européens font un peu plus attention. Les Américains n'hésitent pas à splurge. Donc ici, le trick, c'est vraiment trouver des appartements bien placés, mettre du bon furniture à l'intérieur et après louer ça aux Américains. Et c'est tout à fait possible de se faire des rendements bruts de 12%. Après toutes les déductions, toutes les fees, tous les crasses, avant les impôts locaux, on peut finir à des rendements nets de 7-8%. Ce qui est vraiment assez fantastique, surtout quand on prend en compte le coût d'achat qui est assez faible. On trouve des appartements intéressants à Medellín, ici entre 1 000 et 2 000 $ US le mètre carré. J'ai écrit tout un article sur l'immobilier à Medellín, donc vous pouvez cliquer sur le lien dessous, j'explique un peu tous les différents quartiers et aussi la situation macroéconomique en Colombie. C'est quand même un pays qui est intéressant, c'est une des économies les plus libres en Amérique latine, dans une région qui n'est pas très libre d'un point de vue business, ils sont vite assez socialistes, mais la Colombie l'est moins que d'autres.
Donc ça, c'est un point positif en tant qu'investisseur. Par contre, ils ont des problèmes de compte courant. Ils importent plus qu'ils n'exportent. Mais vu le profil d'export du pays, qui est surtout tourné vers les commodités, vers le pétrole, etc., avec le boom dans les commodités et dans le prix du pétrole qu'on risque de voir dans les années à suivre, l'économie en Colombie devrait bien se porter pendant plusieurs années. Un des risques, par contre, ce sont les élections présidentielles là, au mois de mai en 2022 qui vont bientôt arriver, où pour l'instant le candidat qui est le primary candidate, qui est le numéro 1 pour l'instant, s'appelle Petro. C'est un populiste de gauche, un peu comme Castillo au Pérou. Donc ça, s'il devait être élu, ce ne serait pas positif. Après, il y a de bonnes chances que le centre et le centre droit se mettent ensemble et qu'on tombe d'accord sur un candidat qui batte Petro. Jusqu'à présent, la Colombie n'a jamais vraiment élu des gens de gauche. Ils ont toujours élu le centre ou le centre droit. Donc il faut espérer que ça continue d'un point de vue investisseur étranger. Donc il y a des risques macro. C'est un pays qui risque, en anglais on dirait to muddle along, au sein d'une économie qui avance peu à peu avec quelques chocs externes once in a while. Il y aura des pockets de excellence dans le pays. Et donc Medellín de ce côté-là est vraiment intéressant, donc pas juste à cause du marketing, mais parce que la ville est jolie et parce qu'il fait tout le temps beau, mais aussi parce que c'est une ville qui a été très bonne à attirer de l'investissement étranger. Ils ont donc Alibaba a des gros bureaux ici, Mercado Libre qui est le Amazon de l'Amérique latine, a un centre d'innovation ici aussi à Medellín. Et l'aéroport de Medellín est en pleine expansion. Donc ils ont une airline à Bakou qui s'appelle Viva Air, qui ont leur base principale ici à Medellín et qui est en pleine expansion. Donc en ce moment, ils ont 14 vols par semaine directement pour Miami, plein de vols pour Orlando, Mexico, Lima. Ils sont en train de expand aussi vers Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo. Alors que Medellín est juste une ville secondaire dans le pays avec ses 2,5 millions d'habitants comparé aux 8 millions de Bogota. Vraiment, la ville est en pleine expansion et je dirais proportionnellement à sa population comparée à Bogota, c'est vraiment une ville qui est assez impressionnante. Donc le tourisme devrait continuer, les digital nomades devraient continuer à venir et pour l'instant le prix de l'immobilier est encore assez bas et les rendements intéressants. Donc il y a deux quartiers dans lesquels on peut investir à Medellín. Le premier c'est El Poblado, donc c'est le plus connu, c'est là où il y a Parcayeras, etc. Les locaux qui ont de l'argent aiment bien vivre dans ce quartier. Il y a de très beaux appartements avec de superbes vues. Par contre là, on est dans le deuxième quartier qui est intéressant, qui s'appelle Laureles. Le prix au mètre carré est approximately 20 à 30% moins cher qu'à El Poblado. Les loyers sont un peu plus faibles aussi. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que les rendements sont à peu près similaires et c'est un endroit qui est plus vivable dans le sens que c'est plat. El Poblado, c'est surtout dans les collines, donc les gens qui viennent ici pour quelques mois, s'ils doivent marcher, c'est un peu frustrant, ou sinon ils doivent prendre le taxi un peu partout. Alors que Laureles, puisque c'est plat, c'est dans une partie de la ville qui est plate, les gens peuvent marcher d'un point à l'autre. Il y a beaucoup de restaurants, là on est passé juste à côté d'un quartier, il y a une cinquantaine de restaurants, tous plus cool les uns que les autres. Il y a un party district aussi, il y a une grosse université, big mall, et le quartier est très vert. Donc c'est un quartier moins bien coté que El Poblado, mais qui a certainement plus de potentiel que El Poblado. Personnellement, si je devais investir, je le ferais ici parce que, un, les rendements sont tout aussi bons, et deux, il y a plus de potentiel pour du capital gains. Par contre, les locaux vous diront l'autre quartier est mieux. Donc c'est un peu, ça dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Donc maintenant, on va aller rencontrer David, qui est franco-colombien, qui est basé ici à Medellín et qui aide les investisseurs étrangers à investir dans l'immobilier à Medellín, que ce soit comme investissement pour mettre sur le marché locatif ou sinon pour eux-mêmes, pour acheter, pour avoir un appartement ici et passer du temps à Medellín. Parce que, let's face it, l'hiver, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec, il fait assez froid, alors qu'ici, vraiment, c'est agréable.
Là, début décembre, j'ai pas mis un pull depuis 2 semaines que je suis ici. Voilà, on est arrivé au bâtiment, donc vraiment très bien placé à Laureles, tout près du quartier avec tous les restaurants. Voilà, le bâtiment, et on va aller visiter un appartement dans les étages du haut. Donc ce qu'il y a d'intéressant avec ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment où on a le droit de faire du Airbnb. Donc en gros, le bâtiment entier est loué en Airbnb, mais on peut aussi louer long terme. On a le choix de ce qu'on veut faire. Et à noter, il y a un parking. Donc ça, c'est vraiment important. En Colombie, les gens, ils ont vraiment la culture de la voiture, surtout les gens qui ont de l'argent. Donc, l'appartement qui est en vente est au 9e étage, mais il est occupé en ce moment. Donc, on est en train de voir un appartement similaire au 12e étage. Donc, la vue est un peu meilleure, mais pas forcément tant que ça. Mais ça donne un peu une idée de ce que l'autre appartement aurait à offrir. Et vraiment, ce qui compte ici, c'est faire les chiffres, donc voir vraiment les rendements. Donc, on parle d'un appartement de 3 chambres à coucher et de 3 salles de bain de 102 mètres carrés. Donc là, ils sont en train de faire des travaux à l'intérieur. Mais ça donne une idée un peu de à quoi ressemblent les salles de bain, les chambres, les balcons. Donc 3 chambres, 3 salles de bain, 102 mètres carrés pour 535 millions de COP, ce qui fait à peu près 120 000 euros. Donc voilà ce qu'on peut avoir ici dans un des bons quartiers de Medellín pour 1200 euros le mètre carré. Donc on est en train de parler quand on peut comparer ça à un beau balcon, superbe vue, vraiment belle vue. Ça, c'est les grillages sécurité pour les clients américains, j'imagine. Ok, très bien David, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc, on est très intéressé par tous les chiffres, c'est ce qu'on aime bien faire ici à Investisseur Globetrotter. Ok, génial. Mais donc avant, combien de temps est-ce que ça fait que tu es à Medellín et pourquoi est-ce que tu es venu ici? Alors, ça fait 2 ans que je suis arrivé à Medellín. Je suis venu ici pour la simple raison que j'ai la double nationalité. Et en ce moment, le marché de l'immobilier à Medellín est en plein boom. J'ai sauté sur l'opportunité pré-Covid et je vais bientôt fêter mes 2 ans à Medellín. Cool, bravo. C'est une ville extrêmement agréable. Donc, l'appartement, 102 mètres carrés, 3 chambres, 3 salles de bain, 120 000 euros à peu près, donc à peu près 1200 euros le mètre carré. Donc, tu m'expliquais un peu plus tôt que c'est un building où on a le droit de faire du Airbnb. Est-ce que tu peux expliquer un peu le marché de ce côté-là? Parce que on ne peut pas simplement acheter en Colombie un appartement et dire je vais le mettre sur Airbnb. Ça marche pas comme ça. Alors, en Colombie, il y a 2 types d'appartements. Les statuts des appartements. Les appartements dits commerciaux et les appartements dits résidentiels. Dans les appartements dits résidentiels, on peut louer sur Airbnb si le conseil d'administration de l'immeuble est d'accord pour un temps minimal de 1 mois. C'est dans la loi, on ne peut pas faire moins que ça. Dans les appartements avec des statuts commerciaux, là on peut faire du très courte durée, c'est-à-dire à partir de 1 jour, 1 nuit. Cet immeuble, il en fait partie, donc il est enregistré comme immeuble commercial et c'est pour ça que c'est une très bonne opportunité parce que justement on peut faire du daily qui va rapporter plus que du mensuel. Ou sinon, on peut aussi acheter dans du résidentiel, mais seulement si 70% de la copropriété est d'accord. Mais ce qui arrive jamais, parce que personne ne veut voir plein d'Américains débarquer en Airbnb. C'est sûr. Combien est-ce qu'on peut louer cet appartement par nuit? Alors, cet appartement par nuit en saison basse et en voyant à la baisse, il se loue à 60 euros la nuit. Et pourquoi j'en suis sûr? Simplement parce qu'on gère d'autres appartements dans ce même immeuble qui ont exactement les mêmes caractéristiques que celui dont on est en train de parler. Et c'est ce prix-là qu'on loue, donc à savoir en saison basse. Et en saison hausse? Alors en saison haute, comme par exemple décembre, sachant que c'est 3 chambres, donc il peut accueillir à peu près 6 personnes, il se louerait à 100 euros la nuit, voire plus. Ok. Et donc, que penses-tu en termes du taux d'occupation? Alors pour être complètement réaliste, sur toute l'année, à savoir que c'est une ville dans laquelle il fait beau toute l'année, donc
le tourisme ne va pas dépendre de ça. Je dirais un 70% d'occupation pour cet immeuble. Ok, donc si on prend les chiffres, on a fait les chiffres juste un peu avant, et qu'on part avec des chiffres donc vraiment conservateurs. Okay, donc on part avec une base de 60 € par nuit, pas les 70 et on ne prend pas de saison haute, donc 60 € par nuit et un taux d'occupation de 60% dans l'année, ce qui est moins que les 70% que tu disais. Exactement. Et quand je voyais les statistiques avec tes collègues, vous êtes même à 80-85% de moyenne. Mais bon, voilà. On ne va pas rentrer dans des taux comme ça. Il vaut mieux voir la baisse et être surpris que voir la hausse et être déçu. Voilà, surtout que les chiffres sont déjà très bons avec des estimations conservatrices. Ça ferait un revenu annuel d'à peu près 15 300 € par an sur cette base-là. On retire ensuite les 15% de vos frais de management de ton agence pour s'occuper du Airbnb. Quelle serait la taxe foncière ici? La taxe foncière serait de 639 € annuels. Ok, donc on part pour les chiffres, on n'a qu'à mettre 700 €. Quels sont les frais de copropriété? Alors les frais de copropriété qui incluent donc la sécurité de l'immeuble, le gymnase, le jacuzzi qu'on peut avoir dans l'immeuble qui est privé, elles ont un total de 108 € mensuels ou de 1300 € annuels. Ok, donc comparez ça à vos frais de copropriété à Genève, à Montréal. Qu'est-ce que vous avez pour l'équivalent de 120 francs suisses, 170 $ par mois? Vous n'avez certainement pas un concierge, vous n'avez pas un jacuzzi, vous n'avez pas une salle de sport. Donc vraiment pas très cher. Et en termes, donc on peut retirer 1300 € par an. Ensuite, en termes des frais d'électricité, internet, l'eau, tout ça. Les frais d'électricité, d'eau, etc. Alors les frais d'électricité, eau, internet, etc. on a évalué à 1300 € par an avec un internet super vraiment. Et ce qui est important vu le marché cible ici de digital nomads, surtout nord-américains, il faut de l'internet très rapide. Ça c'est sûr. Et en Colombie, ils sont bien pourvus quand même. Et donc une raison pourquoi les frais d'électricité sont si bas, c'est que puisque on est dans la ville du printemps éternel, vraiment c'est très agréable ici. Je me promène toute la journée en chemise, j'ai jamais besoin de mettre une veste. Non, vraiment. Sauf David, il aime bien mettre des vestes quand Alors il moi, sort le vrai, soir. J'aime bien. Bon, après, il faut savoir, il fait beau toute l'année, il fait une température très agréable, mais ce qui est bien aussi, parce qu'il fait chaud la journée quand il y a le soleil, le soir il fait frais. Donc il fait pas chaud. On peut sortir en t-shirt, mais on peut sortir aussi avec une petite veste et être habillé. Parfait. Donc ça veut dire aussi d'un point de vue investisseur, il n'y a pas d'air conditionné, ce qui est souvent un coût très élevé dans les pays chauds. Et il n'y a pas de chauffage non plus, ce qui est aussi un coût élevé dans les pays moins chauds. Même par exemple à Bogota, on a besoin de chauffage presque toute l'année en fait. Mais ici vraiment, donc ça permet d'aider vraiment les rendements. Et ensuite, en frais d'entretien, pour des petites histoires, s'il y a un problème avec les toilettes, s'il faut fixer la télé, s'il faut faire quelque chose, combien est-ce que tu mettrais par an à peu près? Alors par an, ça serait aux alentours de 1000 €. Et encore une fois, la main d'œuvre est vraiment, vraiment pas chère en Colombie. Tu m'expliquais la dernière fois que tu t'es retrouvé chez toi, tu t'étais enfermé. Je me suis enfermé en dehors de chez moi. Ça m'a coûté 20 €. À Paris, on est aux alentours de 500 €, voire même plus. Aussi, ça aide les rendements. Donc, si on prend les 13 000 € de revenus après avoir retiré les 15% de frais de gestion, donc d'agence, on retire les 700 € larges de taxes foncières, on retire à peu près 1300 € de frais de copropriété, 1300 € de frais d'internet, électricité, eau, etc., 1000 € de maintenance, on arrive à 8 700 € net avant impôt sur le revenu, ce qui fait un rendement de 7,2% avant impôt sur le revenu. Donc bon, pour les impôts sur le revenu, il y a plusieurs manières d'opérer. Il faudra parler avec le comptable et parler avec votre comptable dans votre pays de résidence fiscale pour essayer de trouver une solution pour prendre avantage des traités de double imposition. Mais de manière générale, les impôts ne sont pas particulièrement élevés, surtout si vous avez juste une ou deux propriétés. Donc ça, c'est vraiment pas trop un problème. De manière générale, un rendement net de 7,2%. Bon courage pour trouver ça en Europe de l'Ouest ou au Canada, surtout dans une ville, donc quand on voit ce que c'est une ville de 2,5 millions d'habitants qui est en plein boom. C'est un appartement qui est dans un bon quartier avec une vue
et payé au prix de 1 200 € le mètre carré. Donc c'est pas cher, il y a du potentiel sur le long terme et les rendements sont vraiment bons. Donc et en même temps, ça peut donner un permis de résidence dans certains cas aussi. C'est ça. Je voyage à temps plein pour rechercher des opportunités d'investissement un peu partout. Si vous allez sur mon site, vous verrez que la plupart de mes rapports sur les marchés immobiliers un peu partout dans le monde sont de manière générale négatifs, où je trouve des rendements qui ne sont pas intéressants. Mais là, avec l'Ukraine, je dirais que Medellín est le marché en ce moment, un des marchés vraiment les plus intéressants dans le monde. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à s'en rendre compte. Nous, par exemple, à l'agence, on s'étonne du nombre de personnes qui sont intéressées dans l'achat d'une propriété ici à Medellín. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas tant de construction que ça. Donc il n'y a pas énormément de construction, mais le trend de digital nomads américains qui descendent sur Medellín accélère bien plus, je dirais, que le taux de construction. C'est sûr. Et le visa digital nomade aussi qui va sortir, qui est dans les préparations en ce moment, qui est déjà bien prêt même, je pense que ça va encore plus impacter l'intérêt que portent les étrangers sur Medellín. Parfait, très bien. David, merci beaucoup. Donc si vous êtes intéressé par faire un investissement immobilier ici à Medellín, vous pouvez contacter David. Donc David peut vous aider à vraiment chercher les bons investissements. Aussi, ce que beaucoup de gens font, ils investissent dans un appartement où ils passent 2-3 mois de l'année. Et le reste du temps, ils le louent en mid-term, 1 mois, 3 mois, d'autres digital nomads. Donc ça, c'est un lifestyle, c'est une décision lifestyle vraiment intéressante et avec des rendements tout à fait raisonnables. Donc tu as beaucoup de clients comme ça. On a beaucoup de clients en fait qui achètent ici. Ils vont passer peut-être 2-3 mois dans l'année et ensuite ils nous donnent la gestion, nous à l'agence, de leur propriété. Donc pour la mettre sur Airbnb, pour s'occuper vraiment de tout. Et effectivement, c'est une manière dans un sens de acheter un bien, d'avoir une dépense, mais de la rentabiliser et donc de réduire finalement la distance au cours des années. Parfait. J'ai écrit tout un article sur le marché immobilier à Medellín. Le lien est en dessous. Et dans cet article, on a regardé aussi un appartement que ton agence a trouvé pour un client. Ensuite, vous avez aidé avec la rénovation et vous avez loué. Et le rendement net ici était de 7,2, dans celui-là il est de 9%. Donc il y a cet exemple concret qui est là. Le email de David est ici en dessous dans la description et aussi un lien, vous pouvez voir un peu plus sur les services de David. Merci beaucoup en tout cas de ton invitation. Ok, merci beaucoup David.